Alors que nous dit, au fond, l'enfant agité? Beaucoup de messages peuvent passer chez l'enfant, jeune et moins jeune, ou à la latence, sous une forme d'agitation. Et c'est important que l'adulte qui reçoit, qui est témoin ou accompagnateur, puisse créditer qu'il y a peut-être du sens et qu'il y a peut-être quelque chose qui nous dit par là, presque à l'insu de l'enfant, qui peut s'en défendre ou dire qu'il n'y a pas de sens du tout, ou réfuter toute approche du côté du sens. Je crois que c'est important que l'adulte fasse un creux pour dire qu'il montre quelque chose et qu'il dit quelque chose par son agitation. Et dans cette tension entre ce que l'enfant fait, le creux qu'on offre, parce que ça a sûrement un message, ça dit quelque chose, et l'opération qu'on fait à l'intérieur de nous pour recevoir cette agitation et chercher quel sens ça peut avoir, il y a déjà là un opérateur de transformation en tout cas potentielle. Et dans notre écoute de cette agitation, pour penser qu'est-ce qui se dit, on va être obligé vraiment de décliner des différenciations sur l'agitation. Si vous êtes face à un enfant autiste qui a une agitation pathologique dans un comportement hyperkinétique, si vous êtes face à un enfant qui, de manière un peu réactionnelle, est très triste, très déprimé, vit des moments difficiles et qu'il transforme cet aspect déprimé par une agitation, pas tout à fait maniaque, mais presque hypomane, alors vous n'allez pas le traiter de la même manière. Si vous avez un enfant qui semble pas être dans une agitation trop pathologique, en tout cas pas avec trop d'angoisse derrière, trop d'aspects tristes ou déprimés, et pas dans des registres, je disais, autistiques, peut-être il va falloir s'interroger. Est-ce que cette agitation, c'est quelque chose d'un style presque moteur, permanent? Est-ce que cette agitation, elle est aussi au niveau des idées? Est-ce que cet enfant n'arrive pas à se concentrer? Bref, il y a un message à entendre, il y a du sens à créditer à l'agitation pour pouvoir drainer, proposer des issues qui vont être différentes à chaque agitation, à chaque enfant et à chaque moment. Mais un mot quand même très important, me semble-t-il, c'est que des enfants nous livrent eux-mêmes parfois qu'il vaut mieux s'agiter qu'être triste, et que caché derrière l'agitation, des fois, on trouve la tristesse. Et je crois qu'il n'y a pas que les psychanalystes qui l'interprètent, les enfants eux-mêmes nous montrent parfois ça. Donc la première hypothèse, c'est qu'un enfant se suragite parfois parce qu'il est peut-être triste ou déprimé. Mais bien sûr, il y a bien d'autres formes de messages dans les agitations des enfants. J'ai été psychomotricien avant d'être psychologue et psychanalyste et docteur et chercheur. Et quand j'ai appris la psychomotricité, on était beaucoup des professionnels amenés à recevoir des enfants agités. Mais il n'était pas concevable dans l'enseignement de l'époque de séparer le savoir sur les enfants instables, dits instables à l'époque, et les enfants dits inhibés. C'est-à-dire que dans la même thématique, des enfants qui étaient en retrait, qui retenaient, qui n'arrivaient pas à exprimer, disaient à leur manière quelque chose d'assez semblable que d'autres, comme une chaussette retournée, disaient à leur manière dans la suragitation et l'instabilité. Et au fond, on pensait en même temps ces deux problématiques. Aujourd'hui, je crois qu'on a perdu, on a peut-être aiguisé des savoirs sur l'hyperactif, sur le trouble déficitaire de l'attention, mais on a perdu ce bon sens de penser en même temps l'instabilité et l'inhibition. Et dans l'accompagnement de l'enfant banal, je dirais commun, pas en psychiatrie, c'est peut-être très important de le penser encore.